Bonjour, bonjour à tous et à toutes qui êtes en train de vous connecter. Nos excuses pour le petit retard de 2 minutes. Donc, je suis Maria-Louisa Romano, chef de l'action éducative, citoyenne et culturelle au musée McCord Stewart. Je suis heureuse de vous retrouver virtuellement pour ce dernier échange urbain de la série 2024. 2023-2024, en fait, qui est présenté en collaboration avec Héritage Montréal. Avant de présenter la thématique et les invités, je prends un temps pour reconnaître que le musée McCord Stewart est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones et qui n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation Kanien'kehá:ka, qui n'a jamais démontre toujours un profond attachement envers ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Reconnaissant les conséquences désastreuses du colonialisme pour les premiers peuples, le musée McCord Stewart considère qu'il est de son devoir de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et de soutenir le maintien de leur vitalité. Aujourd'hui, donc, on se retrouve autour du sujet des grands parcs urbains. Donc, nous avons réuni trois invités qui vont partager leurs réflexions et expériences sur le sujet. Je les présente tout de suite. En premier, on entendra Michel Dagenet, qui est professeur titulaire au département d'histoire de l'Université de Montréal, spécialiste d'histoire urbaine et environnementale. Ses travaux de recherche portent principalement sur l'histoire de Montréal qu'elle a examinée en relation avec l'histoire de l'administration municipale, le développement des politiques culturelles et récréatives et l'histoire de l'eau. Ses recherches actuelles s'intéressent à la transformation des infrastructures portuaires à Montréal et à Québec dans le contexte des échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne. Cofondatrice de la firme WAA, notre deuxième invitée est Mme Akawi, Malaka Akawi. Elle est membre émérite de la Société canadienne des architectes paysagistes et de l'Ordre des urbanistes du Québec. Malaka a réalisé plusieurs projets primés au Canada et à l'international. En combinant ses expertises en urbanisme et en paysage, elle est intervenue sur des projets d'aménagement du territoire de manière innovante et intégrée. Parmi ses engagements, elle a siégé à la Commission du patrimoine du Québec de 2007 à 2011 et elle est membre du conseil d'administration du Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce depuis 2019 et en est la présidente depuis 2021. Entre autres prix, elle a reçu le prestigieux prix Frédéric Todd pour sa contribution à la profession d'architecte paysagiste. En fait, le troisième conférencier qu'on entendra est Karel Méran, président directeur général de la Fondation du Grand Montréal. Auparavant, il a occupé le poste de directeur pour Québec Atlantique de la Fondation David Suzuki et aussi il a été président de Réalité climatique Canada. Avant de se joindre à la Fondation Suzuki, M. Méran a conseillé plusieurs agences internationales pendant plus d'une décennie sur les enjeux de mondialisation et d'environnement. Il est l'actuel président du conseil d'administration de la Société du Parc Jean-Drapeau. Il est aussi auteur, citons Lettre à une jeune écologiste et Une voix pour la Terre, et il collabore régulièrement au magazine L'Actualité et à la presse. Donc, je remercie Michel, Malaka, Karel de leur présence avec nous. Je vous rappelle que les questions, pour ceux qui sont habitués ou pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent ce midi, peuvent être posées dans le Q&A, dans la fonction questions-réponses, en fait, de la plateforme Zoom ou sur Facebook, si vous nous écoutez via Facebook. So today's lectures are in French and questions can be asked in French or in English using the Q&A function in Zoom or on Facebook. Maintenant, je passe le micro et l'écran à Dino Bombarou, directeur des politiques à Héritage Montréal, qui va mettre place pour la discussion. Merci. Merci Maria-Louisa, merci au McCord pour la poursuite de ce partenariat on en est à la 11e quasiment saison, la 12e bientôt. Alors, le thème qu'on a choisi n'est pas un nouveau thème dans nos échanges, on l'a déjà exploré par le passé sous des angles différents, mais cette année marque un anniversaire important, celui des grands parcs, des premiers grands parcs urbains de Montréal. Et on va se concentrer aujourd'hui dans l'échange sur cette notion de grand parc urbain, pas nécessairement de square, parce qu'il y avait des squares depuis quasiment la fin du 19e siècle, du 18e siècle, début 20e, des espaces publics bien avant. Mais les grands parcs, qu'est-ce que c'est? On a vu avec la pandémie comment ces espaces ont trouvé une nouvelle fonction dans la vie collective, pour reprendre les termes de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cette fonction est aussi une indication que
ce sont des espaces qui sont en interface avec la société. C'est un peu comme ça qu'on voudra l'aborder aujourd'hui, mais on s'inscrit dans le contexte d'un anniversaire, donc on commencera tantôt avec Michel Dagenet, qui apportera une perspective historique. Parce qu'il ne faut pas oublier que si les sciences naturelles ont beaucoup éclairé la notion d'écosystème à l'échelle des métropoles, à l'échelle des quartiers, à l'échelle des territoires, peu importe leur niveau d'administration humaine, eh bien, on a aussi, avec les projets de parcs urbains, des projets qui s'inscrivent dans la collectivité et qui sont des projets qui véhiculent des intentions, des projets politiques, des fonctions publiques, des investissements, bien évidemment. Et cette notion de perception est importante et c'est un peu à travers ça qu'on va naviguer dans notre conversation. Je vais peut-être faire une citation montréalaise qui est très à Montréal avant. Elle dit, c'est en anglais, In short, it is not to be denied that you cheated yourself when you brought the mountain for a park, unless you were prepared to have it managed on principle applicable to works of art. Qui a écrit ça et quand? En fait, c'est Frédéric Law Olmsted qui a écrit ça dans un document qu'il a publié à compte d'auteur. C'est le mode d'emploi du parc du Mont-Royal. Et ça nous rappelle que, d'abord, il utilise le mot Works of Art avec beaucoup d'insistance. Dans son texte, c'est écrit en majuscule, ça veut dire quelque chose. Mais ça nous rappelle que ces parcs ont des modes d'emploi. Aujourd'hui, ce sont des modes d'emploi qui sont tout naturellement plus sensibles aux enjeux de biodiversité, de surfréquentation, de coexistence des espaces, d'accessibilité. Mais finalement, on a finalement des espaces qui sont comme des espaces de société exposés à plusieurs couches de signification. Peut-être un petit retour sur le mot parc. Selon les dictionnaires, c'est un terme qu'on voit apparaître au Moyen Âge. Hein, c'est pas, même si les parcs, comme le rappelait Jean Descaries, qui a été le premier des intervenants dans les échanges urbains McCord Héritage Montréal, Jean Descaries nous rappelait que les parcs, notamment les grands parcs, sont une forme de patrimoine de l'ère industrielle, donc quelque chose d'assez moderne, mais le mot existe depuis très très longtemps dans la langue française et ça vaudrait la peine de le vérifier dans d'autres langues. Et à l'époque, ça décrivait un grand espace enclos, donc avec une limite à l'intérieur duquel on maintenait des animaux pour la chasse, ou encore un grand espace enclos, une étendue de terre qui servait pour l'agrément et l'ornement des domaines. Donc, ça avait des différentes fonctions qu'ils avaient à l'époque. Nos parcs urbains à Montréal apparaissent au 19e siècle, en 1874 pour ce qui est devenu le parc Jean-Drapeau. Karel Méran, on le salue, sa participation est un peu liée à ça. Et ce qui est devenu le parc La Fontaine, mais également dans 2 ans, c'est le 150e du parc du Mont-Royal. Et on a eu aussi l'invention des parcs nationaux, qu'on veut un peu distinguer de tout ça. Mais les parcs nationaux, on se rappellera que c'est quand même les parcs des Rocheuses qui ont un peu inventé le concept à l'échelle internationale, même s'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus réputés. Alors, on va se poser la question aujourd'hui sur comment ces espaces jouent une fonction dans la société, comment ils sont soignés, quels sont leurs enjeux, fréquentation, c'est lieu accessible, est-ce qu'ils sont suraccessibles, comment est-ce qu'on joue avec la question, par exemple, l'accès public, l'accès privé, le loisir, le sport, les superpositions, quels sont les bénéfices pour la société et également quels sont les modèles qui se profilent à l'horizon, parce qu'on est dans un patrimoine, très souvent, on s'intéresse autant à l'avenir qu'au passé. Et quelles sont les formes de parcs de grands parcs urbains qui s'en viennent? Il y a des grands projets dans les cartons à Montréal. Mais sans plus tarder, je vous invite à écouter Michel Dagenet, dont vous avez eu certaines des très nombreuses lettres de crédit qui vous ont été présentées. Michel, à toi la parole. Merci, Dinou, pour cette belle présentation qui met bien la table pour réfléchir à nos grands parcs urbains. Sont-ils des réservoirs de nature ou des lieux de culture? Tout de suite, je vous donne la réponse. Ce sont les deux. En fait,
les parcs qu'on retrouve en milieu urbain, ce sont des espaces vraiment pensés en relation avec la ville. Ce sont des espaces urbains en ce sens-là. Ils ont toujours été pensés donc en relation avec la ville, mais en fonction de valeurs qui ont pu varier avec les époques, mais aussi en fonction d'objectifs qu'on pourrait dire intemporels, en tout cas qui demeurent pratiquement les mêmes d'hier à aujourd'hui. Que l'on se penche sur le Montréal industriel de la deuxième moitié du 19e siècle ou bien celui du 21e siècle, le Montréal d'aujourd'hui, en fait, les parcs et les espaces verts de façon générale répondent au désir de se rapprocher de la nature et de se mettre à l'abri des assauts du monde urbain, de la vie trépidante de la ville. Mais selon les époques, le type d'espaces verts ou de parcs qui sont créés n'ont pas tous tout à fait les mêmes caractéristiques. Alors, Dino nous l'a dit, cette discussion, elle se situe dans le cadre de la célébration, dans le fond, de nos premiers grands parcs urbains nés il y a 150 ans. Mais j'ai pensé que pour aider à situer ces grands parcs, non seulement dans leurs caractéristiques premières, mais aussi dans la poursuite ou dans le développement de Montréal. J'ai donc pensé reconstituer rapidement les étapes qui ponctuent l'histoire des parcs à Montréal et des espaces verts, de mettre en contexte finalement ces grands parcs. Alors, j'ai divisé ma présentation de manière chronologique, comme une bonne historienne. J'ai trois, quatre, cinq périodes que je vais esquisser très rapidement. Alors, on commence avec la fin du 19e siècle, les années 1870-1880, qui est l'époque par excellence dans la ville de Montréal, mais aussi dans d'autres grandes villes, d'aménagement de ces premiers grands parcs urbains. C'est une réalisation qui est rendue possible à ce moment-là par le fait qu'il existe des espaces disponibles dans la ville, des espaces disponibles dans la ville et même dans les quartiers relativement centraux, même si Montréal est alors en pleine croissance. C'est dans ce contexte que vont naître le parc La Fontaine en 1874, de même que le parc de l'île Sainte-Hélène la même année. Et puis, on l'a évoqué, le parc du Mont-Royal qui, lui, naît en 1876. À l'époque, donc, ces parcs qui se présentent comme des antidotes au monde urbain et à la frénésie de la vie quotidienne sont d'abord destinés à la promenade et à la contemplation. Donc, c'est des espaces vraiment de loisirs qu'on pourrait dire passifs en ce sens-là. Montréal, à cette époque-là, est la métropole du Canada et donc l'idée d'aménager ces premiers grands espaces, c'est une manière d'embellir la ville, de l'ornementer on pense les aménagements des parcs surtout à des fins décoratives pour promouvoir, dans le fond, le succès économique de Montréal, l'image de prospérité de la métropole, beaucoup plus que comme service à la population. Alors, on voit ici en arrière-plan ou en premier plan, je ne sais pas exactement comment je me présente à vous, parce que moi, je vais cette vue panoramique extraordinaire du parc La Fontaine que j'ai choisie. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle incarne admirablement bien cette rencontre entre des éléments naturels et des éléments culturels. Et ce qui est assez magnifique aussi, c'est qu'on a en arrière-plan Mont-Royal surdimensionné qui évoque bien l'importance de la montagne. Deuxième période, on saute un peu dans le temps, on arrive au début du 20e siècle et c'est la période jusque, je dirais, qui s'étend jusqu'aux années 20. Durant cette période-là, on va continuer à construire ou aménager des parcs qui seront peut-être moins imposants, mais qui ont la caractéristique de se retrouver dans des quartiers plus périphériques, je dirais. Je pense en particulier au parc Maisonneuve, qui est créé en 1910, mais qui va être intégré à Montréal avec l'annexion de Maisonneuve en 1918 et qui est situé dans l'est de Montréal. Je pense au parc Jarry, qui est créé en 1925 dans le quartier de Villeray, donc plus au nord de la ville. Et enfin, au parc Angrillon, 1927, qui, lui, est dans le sud-ouest de la ville. Ces parcs, à la différence de la première génération, si on peut dire, sont inspirés d'une conception que je dirais plus fonctionnelle de l'espace. Ils sont d'abord conçus comme des lieux d'activité, des lieux de loisirs,
et on va les doter de certains équipements, des appareils de jeu, tables de pique-nique, pavillons, etc. Ces parcs sont aménagés dans des secteurs plus faiblement urbanisés, comme je l'ai dit, à l'ouest, à l'est et au nord, comme si on anticipait les futurs développements du bâti. En parallèle, je dois ouvrir une petite parenthèse pour vous mentionner qu'on aménage aussi beaucoup de petits parcs de quartier dans les années 10, les années 20, les années 30, des parcs de quartier qui parfois vont naître dans des endroits où on ne peut pas faire de construction. Je pense en particulier au parc Laurier qui va être situé sur un ancien dépotoir. On avance dans le temps, on arrive à une quatrième période qui serait celle des années 1950-1960. C'est une période où la ville de Montréal va créer un service des parcs. Ça ne veut pas dire qu'auparavant, il n'y avait pas d'instance qui s'occupait de l'aménagement des parcs et espaces de loisirs, mais là, on crée un service en bonne et due forme et c'est le célèbre Claude Robillard qui va diriger ce service durant plusieurs années. Sous Claude Robillard va se développer un important réseau de terrains de jeu dans toutes les parties de la ville et qui vont être équipés d'équipements quand même assez importants, piscines, patinoires, terrain de baseball, pavillons. On pense notamment au pavillon du Lac aux Castors, Jardin des Merveilles, etc. On arrive à une quatrième période qui est celle des années 80. On est dans un tout autre contexte. On est dans une phase de désindustrialisation de l'économie montréalaise qui entraîne la fermeture d'usines, du chômage, etc. Donc, une période assez morose. L'administration municipale va décider, dans le fond, de récupérer une partie des rives de la ville qui ont été abandonnées par les installations industrielles afin d'aménager des parcs riverains et d'ouvrir des fenêtres sur le fleuve qui sont réclamées de plus en plus par la population. C'est dans ce cadre qu'on va réhabiliter les berges du canal de la Chine, on va aménager des parcs à vocation régionale au pourtour de l'île, ce qu'on appelle aujourd'hui les parcs nature. On pense au Cap Saint-Jacques, à la Pointe des Prairies et plus récemment à la promenade Belle-Rive. Donc, ce qu'on voit finalement, c'est qu'à chaque époque, les autorités municipales ont été des acteurs de premier plan dans l'aménagement des parcs, mais il faut aussi considérer les groupes de la société civile grâce à qui ce réseau s'est développé. Je n'ai pas le temps de développer ce point, mais derrière ces actions de l'administration municipale, il y a souvent des pressions populaires qu'elle émane, par exemple, du mouvement réformiste du tournant du 19e au 20e siècle, qui vont exiger des espaces verts pour améliorer la qualité de vie, qu'on appelle aussi des poumons verts à cette époque. On passe aussi aux associations philanthropiques qui vont vouloir offrir des loisirs sains aux classes populaires. On pense aussi aux groupes communautaires des dernières années qui et eux aussi vont avoir une action quand même assez significative pour réclamer et revendiquer, dans le fond, des espaces verts. Je terminerai rapidement avec la situation actuelle. Aujourd'hui, Montréal est devenue une ville très dense, bien sûr, et il ne reste pas tant d'espace que ça pour aménager des grands parcs à nouveau. Les préoccupations actuelles, on le sait, sont beaucoup liées à la question de la protection de l'environnement, et à des préoccupations pour la protection de la biodiversité. La ville continue, poursuit ses efforts et j'en parlerai très peu, mais pensons simplement à l'exemple du parc Frédéric Bach dans le quartier Saint-Michel qui constitue un grand parc d'une taille qui correspond à peu près aux 2 tiers du parc du Mont-Royal. Par ailleurs, une nouvelle tendance se dessine, c'est celle finalement du désir d'appropriation des friches industrielles. On a parlé de ces parcs dans les années 80 au pourtour de l'île, mais on voit se dessiner un mouvement dans différents coins de la ville qui réclame dans le fond de se réapproprier de friches industrielles ou de terrains vagues que l'on estime être propices justement à créer des lieux d'habitat qui sont favorables à la biodiversité. Ces espaces sont des espaces plus contestés parce qu'ils sont parfois propriété d'intérêts privés ou encore d'intérêts publics, que ce soit administratif, provincial, etc. Ce sont des espaces souvent situés à la marge, des espaces informels,
mais qui viennent aussi, dans le fond, ajouter à la réflexion et aux tendances de l'heure en matière de grands parcs. Voilà. Merci, merci bien, Michel, pour ce panorama organisé, enfin quatre époques. Mais ce que je note aussi, c'est toute la relation avec le territoire réel, la disponibilité des terrains, parce qu'on n'est pas dans des inventions naturelles, ce sont des créations donc avec un cadastre et tout ça. Si les terrains n'existent plus, comment est-ce qu'on fait ça? Et ça nous amène jusqu'à cette situation d'aujourd'hui, la réappropriation des friches industrielles. Un autre grand défi à Montréal, c'est la question des domaines institutionnels. On voit poindre à l'horizon l'avenir du domaine Villa-Maria, par exemple, qui est un lieu absolument fondateur. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs, je pense, l'anniversaire de la translation des restes de Marguerite Bourgeois. Alors, fait un petit clin d'œil à cette période qui nous a aussi laissé des grands espaces. On va passer sans plus tarder à Malaka Akawi. On a souhaité entendre le point de vue des professionnels parce que les parcs étant des aménagements, il y a quelqu'un qui doit prendre le crayon et que ce soit Homestead ou Malaka Akawi, finalement, c'est des gens qui on a besoin de ce genre d'expertise et d'ailleurs, Montréal s'en est prévalu à plusieurs époques. Malaka, à toi la parole. Merci Dino, puis merci Michel d'avoir mis la table, c'est vraiment intéressant. Puis on va continuer dans le même esprit. Mais je constate aussi que, je ne sais pas si c'est un hasard ou c'est voulu, cet entretien a lieu 2 jours de la Journée de la Terre. Et puis, donc, moi, j'ai quand même un grand attachement à la question environnementale et je crois sérieusement que nous ne pouvons pas ignorer la réalité des changements climatiques et du réchauffement planétaire lorsqu'on discute de grands parcs. Les effets de ces changements climatiques nous rappellent l'importance de travailler avec la nature et non contre la nature. Donc, savons que les parcs et espaces verts nous offrent un environnement idéal pour être physiquement actif et conséquemment améliorer notre santé mentale et physique. Mais en tant que professionnels de l'aménagement, nous devons viser à améliorer l'environnement par nos créations et réfléchir aux gestes concrets que nous posons pour que nos aménagements deviennent des précieux legs aux générations futures. Nous connaissons tous l'importance des grands parcs au sein de nos villes comme lieu de détente, de proximité à la nature et création, mais est-ce suffisant? La question qu'on se pose, est-ce que c'est suffisant de créer des parcs comme réservoir, juste des grands parcs comme réservoir de la nature et pour de la récréation? Il y a eu quelques articles dans les journaux dernièrement pour le Jour de la Terre et puis j'ai retenu quand même une citation de Christian Savard de l'organisme Vivre en ville qui mentionne que si on veut plus de verdure, il ne faut pas seulement préserver les milieux naturels et faire plus de parcs, il faut reconquérir les endroits minéralisés et redistribuer l'espace urbain. Transformer des rues en parcs linéaires qui serviront au transport actif et aux fonctions récréatives aussi. Ben, pour ma part, vous allez trouver ça drôle peut-être, mais je vois des parcs comme un réseau de pieuvres avec des tentacules qui se rejoignent pour créer un vrai réseau vert connecté qui rend la nature accessible à tous les citoyens. Je sais que c'est peut-être utopique, mais on a le droit de rêver des fois. On constate que si les zones urbanisées entre les grands parcs sont majoritairement minéralisées, la fraîcheur créée par ces parcs ne pourra pas contrebalancer les îlots de chaleur dans les quartiers. On pense par exemple au plateau Mont-Royal ou d'autres. Donc, les grands parcs devraient être connectés via ces tentacules vertes
et qui pourrait aussi passer par les propriétés institutionnelles dont on vient de parler, avec leurs grands jardins et aussi les cimetières qui étaient à l'origine de ces grands parcs-là, si on se rappelle, avant même les premiers grands parcs. Donc, pour y parvenir, il faut faire exploser les barrières interprofessionnelles, à mon avis, et que différents experts, gestionnaires et représentants des milieux communautaires et institutionnels travaillent ensemble. On assiste présentement, à mon grand découragement, à la volonté de densification de la ville par des constructions en hauteur, souvent déraisonnables lorsqu'on considère l'échelle humaine de nos quartiers. Ce faisant, on a tendance à oublier de miser sur la qualité de l'espace urbain et les espaces verts et les parcs et l'expérience humaine en réalité dans nos quartiers. Aussi, il ne faut pas négliger l'impact positif des grands parcs et des réseaux de parcs sur la valeur foncière et économique de la ville. Les habitations faisant face à des parcs et dans des quartiers bien planifiés ont une plus grande valeur foncière qu'un développement dépourvu de verdure. Et il est également prouvé que l'accès aux espaces verts a un effet bénéfique sur le développement des jeunes, sans oublier son rôle comme socialisation pour les aînés. Et si nous voulons réellement relever le défi du 21e siècle et réduire les effets des changements climatiques, nous devons réfléchir à notre trame verte urbaine et sa composition pour en tirer le plus grand profit pour le bien des citoyens. En observant la carte de la situation actuelle des parcs et espaces verts de Montréal, nous constatons que leur morcellement, qui sont quand même assez morcelés, ça c'est la carte de 2017. Mis à part les grands parcs, il n'y a pas beaucoup de liens. Si on pouvait mettre la carte, ça serait bien parce qu'ensuite, on peut constater qu'il y a eu un plan assez... oui, voilà. Il y a un plan assez ambitieux qui a été déposé par la Ville de Montréal pour Plan Nature et Sport 2030 pour décortiquer ce plan-là pour pallier au manque de réseau, entre autres, et il décortique des gestes à poser pour parvenir à un équilibre entre le développement urbain et le maintien des écosystèmes. Mais évidemment, quand on regarde ce plan, on constate qu'il y a énormément de défis. Parmi ceux que j'ai soulevés, c'est comment réaliser des réseaux verts à travers un tissu urbain dense. Nous ne sommes pas à l'époque haussmannienne où on peut juste trancher dans les quartiers. Et parlant d'une expérience que j'ai eue juste dernièrement à une table de réflexion sur des corridors écologiques pour relier des parcs du quartier Notre-Dame-de-Grâce, il était difficile de créer ces réseaux à travers les rues. Et Madame Dagenet a parlé de la falaise Saint-Jacques. Celle-ci est située en périphérie, séparée par la rue Saint-Jacques, qui a une configuration relativement autoroutière quand même. Donc, c'est important de penser à cette contrainte. Aussi, nous vivons sur une île, mais c'est difficile de ressentir que nous le sommes à cause que nous sommes souvent déconnectés des berges. Donc, je me questionne sur la manière dont nous pourrons nous réapproprier plus de berges dont une bonne partie est privatisée ou occupée par des installations industrielles. Par contre, il y a quand même des éléments positifs qui ont été réalisés depuis quelques années, notamment, je mentionne la plage Verdun, qui est accessible même à quelques minutes du métro. Et un autre point, c'est comment assurer la connectivité humaine des piétons et cyclistes forestières, végétales, mais aussi fauniques dans la ville. Nos rues sont trop larges, nos véhicules de plus en plus gros et lourds et certainement plus dangereux pour les plus vulnérables. Donc, comment
parvenir à l'acceptabilité sociale des changements, particulièrement lorsqu'il s'agit de remettre en question la place de la voiture, et parce que tout changement est surtout pour améliorer la mobilité et contesté vraiment par les automobilistes. Et mais revenons au parc. Quelle que soit leur taille, nos parcs montréalais sont des lieux ouverts, sans ségrégation, et servent souvent de plus en plus à des groupes communautaires et ethniques. Il y a de plus en plus d'immigration vers le Québec. On va voir des communautés chinoises faire du tai chi, des moyen-orientaux avec les barbecues et le pique-nique. Donc, l'immigration change aussi un peu l'image et les besoins dans les parcs auxquels il faut répondre. Ensuite, il y a un autre point que, que j'ai vécu dernièrement, le concept de la ville nourricière. Donc, des quartiers, des parcs nourriciers dans des quartiers, surtout là où il y a des déserts alimentaires. Donc, et ce concept est amené par plusieurs arrondissements où les communautés, les groupes communautaires peuvent prendre en charge des secteurs dans les parcs, justement pour cultiver des aliments, été comme hiver, s'il y a des serres, par exemple. Et un autre point, les lieux d'apprentissage informels. On a vu pendant la pandémie les structures de jeu conventionnelles qui exigent beaucoup d'entretien d'ailleurs, étaient hors d'usage. C'était interdit aux enfants d'y aller à cause des restrictions sanitaires. Mais par contre, jouer dans une forêt ou dans un espace plus végétalisé était tout à fait possible, ce qui fait que, et ça offre un autre type d'apprentissage pour les jeunes. Maintenant qu'on a parlé des besoins, je crois qu'il ne faut pas seulement faire les parcs, faire de bons parcs, il faut bien les concevoir, mais s'assurer de leur pérennité. Parce que si on construit des parcs et on ne les entretient pas, ben, là, dans quelques années plus tard, ce sera recommencé et un gaspillage d'argent. Et pour terminer, je vais revenir à la citation que vous avez dit, Dino, par rapport à Olmsted. Je pense la même chose. Il est essentiel que tous les grands parcs, les espaces verts, soient des lieux pour admirer la beauté, qu'elle soit sauvage ou structurée, des lieux de détente où l'art et la nature ne font qu'un. Merci, Malaka. On a toutes sortes de dimensions, mais il y a surtout des enjeux très actuels et le rôle de ces espaces-là dans la société contemporaine, aussi bien au niveau biophysique qu'au niveau des cultures montréalaises qui s'y retrouvent, etc. Sur l'idée du réseau vert, en fait, ça me rappelle que dans une des périodes dont Michel Dagenet faisait le cas, je pense la deuxième, on a vu apparaître à travers les efforts d'association notamment, l'idée de créer des connexions entre les parcs, entre le parc du Mont-Royal, le parc La Fontaine et même, il y a quelqu'un qui se posait la question si le jardin botanique était considéré comme un grand parc. C'est un grand espace vert qui s'appelle parc ou non, là, mais et certainement il est enclos. Donc, tout ça était supposé être connecté par des avenues plantées d'arbres. Peut-être que c'était un peu beaux-arts dans le concept. Aujourd'hui, on le verrait différemment, mais cette idée de connexion fait partie d'un appétit qui a rarement été rassasié à Montréal. On va terminer. Tout le monde, vous avez toutes deux parlé de la relation avec l'eau, les rives notamment. Alors, on a le cas particulier du parc Jean-Drapeau, nécessairement des îles inventées, comme disait Stéphane Venn. Eh bien, on va maintenant parole à Karel Méran pour nous parler de l'expérience d'un organisme, justement, qui s'est vu confier un territoire emblématique de cette nature-là, un des premiers grands parcs. D'ailleurs, il faut dire, c'était une base militaire à l'origine, Karel. On a une belle métaphore de la modernité, une base militaire de l'ancien régime européen, que ce soit français ou britannique, qui devient un parc pour la société ouvrière montréalaise. Quand même, il y a une espèce de légende à développer autour de ça. Enfin, à toi la parole. Bonjour, merci Dino, bonjour tout le monde. Effectivement,
Le parc Jean-Drapeau, c'est un endroit qui est, je pense qu'on peut dire qu'il est unique au monde. Puis il y a toutes sortes d'histoires et de légendes qu'on pourrait raconter, mais il y a présence d'abord autochtone pendant des centaines d'années avant l'arrivée des Européens. Donc, c'était un lieu qui était déjà l'île Sainte-Hélène, finalement, qui est le cœur, si on veut, le cœur historique, le cœur vert du parc Jean-Drapeau. Il y a eu une présence longtemps. Ensuite, on a un fort militaire. Ensuite, c'est devenu un lieu où les Montréalais allaient faire en fait, la baignade, puis la villégiature juste l'autre bord du fleuve pendant des décennies. Mais puis là, je vais faire une grande avance rapide là, pour montrer à quel point on est dans un lieu qui est unique. J'ai essayé de faire une liste parce que j'en oublie tout le temps. Donc, au parc Jean-Drapeau, on a une plage. On a une piscine avec un complexe pour des compétitions de plongeon, tout ça. On a un bassin olympique, donc on a le seul bassin pour faire d'envergure olympique là, au Canada. On a un parc d'attractions, la Ronde. On a un amphithéâtre pour 65 000 personnes. On a, comme je disais tout à l'heure, un fort britannique. On a l'héritage, le patrimoine d'une exposition, de la plus grande exposition universelle. On a une piste de course automobile. On a un arboretum, un casino, une forêt patrimoniale, la forêt du Mont-Boulet, qui est une forêt, très belle forêt, qui a été très peu affectée par la présence humaine. Euh, on a des gens qui viennent faire du cyclisme de haut niveau. Donc, on a tout ça, on a des événements, je ne me souviens plus des chiffres, là, je pense que c'est 9 millions de visiteurs par année. Donc, on est dans un lieu qui est à la fois un lieu historique, un lieu de patrimoine. J'aurais pu parler des œuvres d'art, tout le monde connaît le caldaire, mais plein d'œuvres d'art disséminées un peu partout sur le territoire. C'est un lieu donc de villégiature, donc c'est un des parcs importants pour les Montréalais, un parc qui donne justement accès au fleuve où on peut vraiment vivre notre insularité. Parce que Montréal est insulaire, mais on ne le sent pas toujours, mais quand on va au parc Jean-Drapeau, on le ressent très fortement. C'est un parc avec des très grands événements culturels. Peut-être on pourrait mettre la photo que j'avais préparée. Euh, Donc, c'est un parc qui célèbre, comme on le dit tout à l'heure, ses 150 ans cette année. Et quand vous regardez un peu ce qu'on met en valeur, on a aussi là, des milieux naturels à mettre en valeur, mais l'expérience du parc Jean-Drapeau, c'est une expérience d'histoire, c'est une expérience de culture, c'est une expérience. C'est un endroit où beaucoup de personnes d'entre nous, là, les gens qui écoutent aujourd'hui, ont vécu des choses là qui sont mémorables, qui vont d'un beau pique-nique par une journée ensoleillée à avoir été dans un événement historique comme l'Expo 67 ou des événements culturels. Et depuis, en fait, on a adopté un plan directeur pour le parc Jean-Drapeau en, je pense que c'est en 2021 qu'on l'a adopté. Je ne suis plus certain là, parce que la COVID a joué un petit peu avec ma mémoire. Mais l'idée d'avoir un plan directeur pour un parc comme le parc Jean-Drapeau, c'est d'essayer de voir, on ne peut pas nier ce que le parc Jean-Drapeau est. Le parc Jean-Drapeau est toutes ces choses-là que je vous ai nommées. Mais ça demeure un parc urbain. Et de quelle façon est-ce qu'on peut concilier l'usage d'un parc urbain, donc faire en sorte que les Montréalais et les Montréalaises puissent venir avoir une expérience dans un parc comme ça, comme on l'a là, au parc du Mont-Royal ou au parc La Fontaine, par exemple, mais en même temps aussi pas renier le fait que c'est un parc où il y a des grands événements culturels, où il y a des événements sportifs, donc on a une mission culturelle, une mission, je dirais, récréative, sportive. Euh, Et comment on fait pour délimiter des espaces dans le parc qui vont avoir des vocations différentes? Comment on fait aussi pour remettre en valeur le patrimoine naturel, historique, culturel du parc? Il y a eu une très, très grande consultation publique qui a eu lieu à l'OCPM. On a écouté ce que les Montréalais nous ont dit, puis on est arrivé avec un plan directeur qui est toute une brique, là, que je ne vous résumerai pas aujourd'hui, mais qui dit essentiellement, on va réussir à prendre toutes ces parties-là puis à en faire un tout qui rend ce lieu-là unique et inspirant.
Et donc, on parle de... Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que les Montréalais puissent se réapproprier le parc. Euh, une des choses dont je suis très, très fier, ben, une des choses dont je suis fier, c'est que pendant longtemps, c'est un parc qui a manqué d'amour. Les seuls investissements qui ont été faits au parc Jean-Drapeau étaient pour soutenir sa vocation événementielle. Sa vocation, autant pour ce qui est du Grand Prix du Canada ou des événements, des festivals musicaux qu'on a durant l'été. Mais pendant longtemps, pendant très longtemps, peu d'investissements avaient été faits dans le cœur vert, ce que j'appelle moi le cœur vert du parc, qui est justement l'île Sainte-Hélène, le secteur du Mont-Boulet. Donc, il y a des efforts très importants qui ont été mis l'année dernière et cette année pour, si vous êtes allé vous promener dans ce coin-là, là, on a des bassins qu'on a vidés, là, qu'on a pris pierre par pierre, qu'on a enlevés, numérotés pour pouvoir revitaliser ces bassins-là, refaire et tout remettre dans l'état. Il y avait des ponts qui traversaient les étangs qui étaient décrépits, pourris, qu'on est en train de refaire. Pendant, j'irais jusqu'à dire plus que 60 ans, peut-être même 70 ans, il n'y a presque pas d'argent qui a été mis dans ces sentiers-là, dans ces lieux-là qui sont patrimoniaux, qui sont aussi beaux que quand on se promène sur le Mont-Royal ou à Central Park ou dans d'autres grands parcs urbains d'Amérique du Nord. Et pendant longtemps, on n'a pas fait les investissements qu'il fallait. Là, on est en train de les faire. Donc, la restauration, le chalet de la Plaine des Jeux. On va refaire la Plaine des Jeux aussi, qui est censée être une grande plaine pour le jeu libre et qui n'était plus disponible la plupart du temps. On travaille beaucoup pour faire en sorte que l'expérience du visiteur soit intéressante. Une autre chose dont je suis très, très fier, c'est qu'on va planter ce printemps 26 000 végétaux indigènes, donc à la lisière entre le boisé là, du Mont-Boulet et la Plaine des Jeux. Et ces végétaux-là vont constituer, dans le fond, un habitat pour des oiseaux, pour des espèces de pollinisateurs, des insectes, et font en sorte que le parc Jean-Drapeau, comme d'autres îles dans le Saint-Laurent, peuvent servir de pont pour les espèces qui ont besoin de traverser vers la rive nord. On espère qu'il n'y aura pas trop de tiques là-dedans, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, beaucoup une attention à la biodiversité, à la qualité de l'expérience naturelle, puis à la qualité de l'expérience d'ensemble quand on va au parc. Je vais terminer en disant, on continue de repousser, si on veut, on veut aller repousser les limites de l'innovation. On est un parc, donc on est une organisation, la Société du parc Jean-Drapeau, qui gère un parc. Donc, on souhaite aller vers une gouvernance ouverte où il va y avoir vraiment une écoute ou une interaction beaucoup plus forte entre les parties prenantes, les citoyens et le parc lui-même, l'organisation du parc. On a pris un virage très important vers tout ce qui est développement durable, transition socio-écologique. On espère travailler de plus en plus aussi avec des organismes. Il y a eu des expériences de culture qui ont été faites dans le secteur de Hélène de Champlain. Je réponds à la question tout de suite. Le Hélène de Champlain va être restauré. C'est dans nos priorités. Et finalement, je termine là-dessus parce que c'est important aussi, parce qu'un grand parc urbain, ce n'est pas l'endroit pour avoir beaucoup de circulation, encore moins de la circulation de transit. Et au parc, vous seriez surpris de voir à quel point l'empreinte des stationnements est grande. Quand Expo 67 s'est faite à l'époque, il y a eu 60 millions de visiteurs. Peut-être, je me trompe peut-être sur le chiffre, là, mais il me semble que c'est 60 millions de visiteurs. Puis il n'y avait pas une voiture. Aujourd'hui, c'est 11% du territoire des deux îles qui est recouvert de stationnement de bitume. Et évidemment qu'on veut récupérer ces espaces-là, notamment le beau grand stationnement qui est face à Montréal, qui donne la plus belle vue à peu près sur Montréal, qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le P8, mais qui est le stationnement de la Ronde. Donc, on travaille de près avec la Ronde pour justement faire en sorte que cet espace-là puisse graduellement retrouver sa vocation de parc et réduire l'empreinte automobile. Dans notre cas, c'est pas une posture idéologique qu'on a, c'est simplement. Vous savez, on a une heure de pointe au parc Jean-Drapeau. Hein. Il y a une heure de. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent par contre. Je ne devrais pas le dire parce que ça va donner l'idée à d'autres mondes, mais des gens qui rentrent par le pont de la Concorde pour aller prendre Jacques-Cartier et inversement, pour éviter le trafic du centre-ville. Et pendant ce temps-là, ben, il y a des gens qui se promènent avec des poussettes et des gens qui se promènent en vélo. Cette cohabitation-là du trafic de transit avec la vocation de parc, elle est difficile à maintenir. Donc, on cherche des façons d'aller vers une mobilité plus durable, une mobilité qui fait en sorte que les gens pourraient se promener dans le parc autrement qu'en voiture.
venir au parc en voiture, oui, mais laisser les autos à l'entrée du parc. Donc, toutes ces choses-là, on est en train de travailler là-dessus. Un parc qui a 9 millions de visiteurs par année, là, vous réalisez à quel point c'est un défi. Ceux qui sont nés à l'éclipse, je ne sais pas combien de temps ça vous a pris pour en sortir après. Ça a bien été par le métro, mais par le pont Jacques-Cartier, on n'a pas réussi à faire fermer le pont. Donc, il y avait des. Donc, on a des enjeux. Là, tout ce que je vous dis là, euh, ça peut sembler décousu, mais c'est tous les enjeux qu'on a à gérer dans un lieu aussi particulier que le parc Jean-Drapeau. Puis là, je pourrais continuer sur les questions de patrimoine longtemps avec toi, dis-nous, tout ça, mais euh, l'idée là-dedans, c'est que ce lieu-là est un lieu unique au monde, c'est un joyau. Et je suis très, très fier qu'on a maintenant un plan pour y redonner une cohérence. Et aussi, je dois rendre hommage à la Ville de Montréal puis à l'administration de la mairesse Valérie Plante qui a décidé de mettre des investissements conséquents pour faire en sorte qu'on puisse redorer le blason de ce parc-là qui était un peu qui avait besoin d'amour, vraiment. Donc, on est très fiers de mettre en œuvre. Bon, merci Karel pour cette. C'est vrai, tu mentionnais la question de la gouvernance. Là, juste spontanément, on a cette réflexion, ce travail qui se fait chez vous suite à la consultation publique, une consultation majeure. Une autre consultation importante, c'est celle du plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal en 2008. On a aussi eu sous l'administration de Jean Doré une consultation pionnière pour la transformation de la carrière Miron. Donc, finalement, il y a des exercices de grande consultation qui, à l'échelle des grands parcs, prennent du temps, mais qui apportent des fruits. Hein. Le parc Frédéric-Bac et sa table de concertation découlent de ça. Le Mont-Royal a été classé par le Québec avec une table de concertation qui réunit les voisins, qui est souvent, on oublie que le parc, avec la mentalité de parc, on s'arrête à la ligne, alors que le Mont-Royal, c'est 3 fois plus que le parc, ne serait-ce qu'en hectares, et on a des travaux que vous faites. Alors, je pense qu'il y a aussi des pistes de ce côté-là qui ne sont pas juste en termes de plantation et d'entretien, les mots qui reviennent constamment, mais Ouais, aussi puis je des dirais façons c'est d'administrer ces espaces-là. c'est extrêmement important. À mon sens, les grands parcs urbains appartiennent à la population. C'est des lieux qui ont été créés justement Ouais. d'accessibilité, puis de gratuité, puis d'accès. Et donc, cette notion-là de consulter la population sur ce qu'elle veut et de donner le plus possible une expérience qui est agréable, puis qui est accessible, je pense que ça doit rester au cœur de la mission de tous les grands parcs. Merci. Moi, j'ai une petite question. Peut-être merci à vous trois pour ces interventions qui ont suscité déjà plusieurs commentaires et questionnements de la part du public. On vous salue d'ailleurs. Moi, j'aimerais peut-être relancer auprès de Michel et Malaka, que j'invite à ouvrir leur caméra. Michel, sur cette question de entre guillemets, de la gouvernance ou des conservations, au 19e siècle, c'était pas comme aujourd'hui. Là, les mandats des maires, c'était 2 ans. Les équipes étaient beaucoup plus fractionnées. Alors, est-ce qu'on a un regard historique? Est-ce qu'il y a un modèle montréalais qui s'est développé? Je pense à l'influence c'est quoi? C'est Lady Redpath et puis ou Lady Drummond et puis dans certaines sphères de la société, les mouvements réformistes dont tu parlais, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent ou c'est un phénomène des années 70? En fait, je l'ai dit un petit peu dans ma présentation que je n'avais pas tellement eu le temps d'élaborer, tu sais, Ah, justement oui, sur oui. les contributions de la société civile. Est-ce qu'on a un modèle? Je ne sais pas, mais ce que je peux dire, c'est que ce grand panorama et la discussion qu'on a aujourd'hui met moins l'accent effectivement sur les questions de gouvernance. Mais tu sais, on a l'impression que les parcs sont des créations politiques ou des créations d'urbanistes ou en tout cas tu sais, de grands aménagistes, c'est vrai, mais il y a aussi toute une alimentation qui se fait par justement des groupes de la société civile et c'est intéressant de voir qu'il y a des enjeux qui sont différents d'une époque à l'autre, si on veut. Tu sais. Au 19e siècle, les Lady Drummond, etc., voulaient conserver un certain caractère exclusif aux espaces verts qu'on voyait comme des espaces de communion avec la nature. Donc, on ne voulait pas qu'ils soient trop fréquentés, ces espaces verts, parce qu'on voulait justement avoir cette chance, si on veut, de retrait de la ville, de contemplation, etc. Mais
Lady Drummond, je me souviens plus de ses années d'action précises, mais il faut dire que quand même, ce qui va suivre, c'est tout le mouvement en faveur des parcs et des espaces de loisirs, la Montreal Parks and Playgrounds Association, qui joue un rôle absolument fondamental dans l'idée de développer des espaces pour le jeu, pour les loisirs, pour les enfants. Et donc, ça, on est vraiment au début du 20e siècle. Fait que tu vois, on a ces objectifs plutôt esthétique et, comment je pourrais dire, de communion avec la nature. Puis de plus en plus, ben, on a des objectifs que je dirais plus sociaux et donc ce désir finalement de démocratiser l'accès aux espaces verts. Est-ce que moi, ce que j'ai vu dans mes recherches, du moins, ce n'est pas les autorités municipales qui sont tellement sensibles à cette question-là, c'est beaucoup plus les pressions du public. Et si on fait un saut dans le temps, et qu'on revient à la question des berges, parce qu'il y a des questions qui ont été posées par rapport aux origines de la plage des berges de Verdun, projet Archipel, etc. J'ai mentionné rapidement la phase de désindustrialisation qui amène la municipalité à créer des parcs en rive. Mais en réalité, il y a aussi là des pressions populaires qui sont derrière tout ça. Tu sais, cette idée des fenêtres sur le fleuve, de récupérer les rives à des fins sociales, à des fins de loisirs, c'est super important dans ce processus d'élaboration de ces espaces. Et donc, Carl Méran nous parlait pour l'île Sainte-Hélène, tu sais, du souci de réappropriation, tu sais, de la population de ces espaces fantastiques dont l'île Sainte-Hélène, c'est vraiment un joyau. Je suis tout à fait d'accord parce qu'on a le meilleur de tout, espace vert, espace bleu et rapport à l'urbain. Mais on voit encore que ce discours-là de la réappropriation est très lié à des demandes sociales. Fait que peut-être que c'est ce que je dirais comme fil conducteur, c'est cette question-là des groupes qui vont réclamer et qui vont l'accès à des espaces verts, des espaces de loisirs et qui vont nécessairement influencer l'orientation qui est prise par les autorités municipales. Je finirais peut-être par dire que ben, toutes ces préoccupations pour la biodiversité, le développement durable de l'administration municipale actuelle, elle émane bien sûr de l'administration, mais aussi beaucoup de mouvements citoyens qui pressent la municipalité d'aller encore plus loin dans cette direction. Merci. Malaka, dans l'image que tu nous présentais, tu parlais de réseau, mais on voyait vraiment qu'on a affaire à un système qui est un peu éclaté. On a des grandes taches vertes dans l'ouest de l'île, un petit peu dans le centre ici et là. Dans l'est, c'est plus clairsemé. À l'échelle d'une île qui est grande comme c'est 50 km de long, là, l'île de Montréal, c'est quand même pas rien. Et est-ce qu'on est capable de faire les liens dont tu parlais? Parce que dans le fond, ce que Michel nous rappelle, c'est l'action publique est un peu en réponse à une pression sociale, tu sais. Mais comment est-ce qu'on peut anticiper les choses? Parce que si on veut avoir des arbres qui sont à une certaine taille, il faut les planter aujourd'hui pour dans 15 ans. Est-ce que c'est une échelle de temps avec laquelle on est capable de travailler, sinon par slogan ou une fois aux 4 ans, là, comment est-ce qu'on regarde ça? Surtout, je pense à ta question de connexion, là, de réseau et de tram. Ben, oui, premièrement, on a beaucoup de rues qui sont trop larges. On est gourmand en asphalte. Et si on veut ajouter sans démolir, parce que ça ne sera pas acceptable de nos jours de démolir pour construire des réseaux verts, ben, il faut aller élaguer quelque part, puis c'est la voiture faudrait élaguer en réalité, là. Par contre, élaguer la voiture sans donner une compensation comme telle au niveau, que ce soit transport collectif, densité. Quand je dis densité, je ne parle pas des tours de 20 étages, je parle de vraiment un tissu urbain plus compact. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut se faire, mais quand même, il y a deux factions qui s'opposent dans la société. On a les vages, que ce soit les cyclistes, les piétons et ben, les citoyens, tout le monde, et il y a les automobilistes.
j'assiste souvent au conseil d'arrondissement en ligne et souvent il y a une haine de la part des automobilistes lorsqu'on parle de même d'ajouter une piste cyclable, de réduire, enlever quelques places de stationnement. Ça, c'est difficile. Maintenant, une fois, si on peut persister et réaliser comme un amaigrissement de la quantité d'asphalte et planter. Il y a des façons de planter, même en milieu urbain, en donnant des fosses élargies sous les trottoirs et tout, pour augmenter la plantation. N'oublions pas qu'un arbre, il va s'améliorer en vieillissant, contrairement à une structure construite qui va se détériorer en vieillissant. C'est le contraire du béton. Mais il faut quand même lui donner de l'amour, il faut lui donner de l'eau, il faut s'en occuper, puis il faut surtout pas le blesser quand on fait le nettoyage en hiver. Donc, il y a Oui. tout ça parce qu'on en voit souvent tu sais, les Ben, grattes passent, puis c'est ça. Ouais. ben là, je te rebondis là-dessus. Je ne voudrais pas réduire la question des grands parcs à simplement des questions d'arbres, de plantation d'arbres, parce qu'on sait Ouais. que c'est un réflexe. C'est les politiciens de toutes sortes des époques ont planté des arbres parce que ça fait du chiffre et ça fait de la belle encre dans les journaux, mais c'est pas nécessairement ça. Mais il y a quelques années, avec Félix Lambert, on avait rencontré l'administration montréalaise, c'était dans le temps du maire Tremblay, et notamment dans le cas de Ville-Marie, pour discuter de la question des arbres de rue. Et on se rendait compte que beaucoup des instruments de connaissance étaient basés sur le nombre d'arbres plantés et pas le nombre d'arbres matures, c'est-à-dire ceux qui ont survécu. Alors, il y a peut-être des façons d'avoir du suivi ou des chiffres là, qui nous aident là-dessus. Mais moi, j'en viens à cette question, est-ce qu'on est capable est-ce qu'une société démocratique hyper démocratique est capable d'avoir à la fois une santé démocratique sur l'actuel et se projeter dans l'avenir et des fois poser des gestes qui sont des gestes d'avant-garde, qui ne sont pas des gestes de réponse uniquement. Est-ce que tu sais, chez les professionnels, comment est-ce que vous vous situez? Parce que c'est vous à qui on va ensuite passer la commande, là. Ouais, puis nous, on aime bien quand les citoyens nous poussent et poussent l'administration municipale, justement pour dire que il faut la démocratie a un délai de 4 ans maximum, hein. Et puis donc, les élus souvent travaillent en fonction de ce 4 ans-là. Et ce matin, je viens de lire un article sur Radio-Canada qui parle justement entre la démocratie par rapport aux agences environnementales pour contrecarrer le problème de la courte vision au niveau politique. Tandis que, donc, oui, là, et moi, je pense que on peut pas consulter à 100% tout le monde. Personnellement, je crois que la consultation, c'est bon, mais il y a des fois des gens qui crient plus fort que d'autres, hein, et qui vont Mhm. détruire un projet juste parce qu'eux, ils ont plus de voix. Des fois, on détruit des bons projets parce que certains citoyens crient plus fort pour quelque chose. Moi, j'ai eu vent de, par exemple, une école dans un quartier qui n'a pas pu voir le jour à cause que des citoyens de la communauté de cette école-là étaient contre la construction de l'école. Ah, oui. Donc, des choses comme ça. Mais des parcs aussi sur le terrain des Sulpiciens, il y a des résidents qui habitaient en face parce que les Sulpiciens voulaient permettre à une école secondaire d'utiliser leur terrain vert. Et on s'est fait dire par des résidents qui sont parents aussi, ben, ça va réduire ma valeur de ma maison, ce qui est tout à fait faux. OK. Euh, donc, moi, je suis comme ambivalente quand on parle de démocratie. OK, oui, mais enfin, mettons qu'on ne veut pas revenir à une ère où les parcs étaient exclusifs ou comme certaines Oui, villes, tout là, il à y a fait. parmi les questions, on nous invite à comparer Montréal avec des modèles qu'on retrouverait dans d'autres villes. On voit ici et là la création de parcs par des fondations qui ont des missions de parcs publics, mais pour assurer leur entretien dans des administrations publiques qui ne sont pas toujours à la hauteur,
ils introduisent l'idée d'un péage symbolique à l'entrée pour créer des fonds pour que l'actif collectif soit soutenu. Alors, on ne peut pas nécessairement revenir à ça, mais il y a cette Ouais. question d'espace démocratique sans être un espace coincé dans la procédure. Karel, comment est-ce que vous avez différents niveaux d'imputabilité en société? Le parc est une société paramunicipale, est administré par une société paramunicipale créée à l'époque de Drapeau, du maire Drapeau, excusez-moi. Donc, il y a un niveau de rapport annuel, de reddition de comptes et tout ça. Vous développez des politiques publiques à travers maintenant le plan directeur. Alors, c'est quoi la réactivité que vous avez? Parce que tu dis, il y a eu énormément d'investissements dans ce qui était la partie le fun du parc, puis très peu dans le noyau vert. Là. Puis concentrons-nous sur le secteur du Mont-Boulet, où les arbres étaient effectivement centenaires là, par rapport aux abords de la station de métro, où on parle de terrain gagné sur le fleuve en partie. Comment est-ce qu'on voit ça? Bon, là, je vais mettre mon chapeau. Moi, j'ai été évidemment pendant longtemps militaire écologiste, puis j'ai une formation en sciences politiques. Puis je regarde comment, au fil des années, où est allé l'argent au Parc Jean-Drapeau, puis qu'est-ce qui a été développé au Parc Jean-Drapeau, disons, entre 1992-14. Il y avait eu un plan dans les années 90, mais ensuite, on a manqué d'argent. Okay? On a manqué d'argent, donc ça n'a pas tout été mis en œuvre. Et donc, on a laissé un peu le parc à l'abandon. Il y a vraiment, il faut se le dire, là, il y a vraiment eu c'est quoi le mot que je cherche là? Nos actifs, nos bâtiments, tout s'est désagrégé. Dépérissement? Dépérissement, merci, c'est ce que je cherche. Et là, il y a eu à quelques reprises l'idée d'investir, par exemple, il devait y avoir une promenade fluviale qui n'existe toujours pas aujourd'hui le long de l'île. C'est un projet, c'est au début des années 2010, puis éventuellement, l'argent a été plutôt mis dans des infrastructures événementielles. Ensuite, il y a eu de l'argent qui a été mis aussi dans l'infrastructure pour la Formule 1. Donc, c'est des fonds publics à toutes les fois qui vont en appui. Puis, tu sais, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas légitime, ces investissements-là soutiennent des activités récréo-touristiques qui sont importantes pour Montréal par ailleurs, mais on ne peut pas faire l'un au détriment de l'autre. Et je pense que ce qui est important, quand on comprend la gouvernance du Parc Jean-Drapeau, ce qui est important, c'est que la Société du Parc Jean-Drapeau, ses administrateurs, l'équipe du parc est aussi forte pour défendre la vocation parc que l'appui que les citoyens vont donner à cette vocation-là. Alors, c'est sûr que si les citoyens se désengagent du Parc Jean-Drapeau, il y a moins de demandes publiques pour faire des investissements dans notre cœur historique vert, dans nos bâtiments. Là, par exemple, on veut refaire Place des Nations, on veut refaire les lettres de Champlain, toutes ces choses-là qui sont accessibles pour tous et pour toutes. Et c'est ça qui est particulier, c'est qu'on est une société paramunicipale, donc on a une certaine autonomie, mais on ne peut pas être 100% autonome parce que la ville paye la moitié de notre budget, puis aussi parce que la ville a le pouvoir de nommer les administrateurs. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est la deuxième année, cette année, où on a ouvert les nominations au conseil d'administration du Parc Jean-Drapeau au public. Donc, il y a un appel public à candidature. Ça ne s'était jamais fait avant. Après ça, on veut, comme je disais, en gouvernance ouverte, de plus en plus interagir avec les parties prenantes, tout ça. Donc, faire en sorte que la Société du Parc Jean-Drapeau évolue dans une gouvernance qui est la nôtre. Là, on est paramunicipal, on est semi-indépendant ou semi-non-indépendant, dépendamment que vous voyez le verre plein ou le verre vide. Mais je pense que ce dialogue-là entre les citoyens, les parties prenantes, parce qu'on a ce qu'on appelle nos partenaires insulaires, là, qui sont le casino, la ronde, puis aussi d'autres utilisateurs. Tant qu'on garde cette conversation-là ouverte et qu'on a des discussions pour être capable de concilier les différents usages, ça va éviter que tout d'un coup, en fonction des modes ou des différentes administrations municipales, on jette le bébé avec l'eau du bain, puis on change complètement, puis on met l'argent à un endroit, puis ensuite à un autre endroit, tout ça. Ce qu'on souhaite, ce que je souhaite, il me reste encore 2 ans à mon mandat à la présidence du parc, c'est qu'à mon départ, on va avoir jeté des bases qui vont faire en sorte que pour les 20, 30, 40 prochaines années,
la cohérence, l'ensemble de ce qu'on va faire au parc va se poursuivre. Et c'est quoi la garantie de ça? C'est la participation citoyenne, la gouvernance ouverte, le fait que les gens vont avoir voix au chapitre et que quand il va y avoir peut-être des fois des petites tensions entre un usage et un autre, on va pouvoir résoudre ces tensions-là dans une conversation, dans un dialogue, dans des tables de concertation, plutôt que ce soit le plus fort qui exerce ses pressions au cabinet du maire ou de la mairesse, qui est au plus fort la poche finalement. Et donc, puis ça fait en sorte qu'à la fin, ça donne une pérennité, une continuité dans la façon dont on développe un parc. Puis si on regarde des grands parcs dans le monde, des grands parcs en Amérique du Nord ou ailleurs, c'est pas quelque chose qu'on planifie, là, qu'on change tous les 5 ou 10 ans. Là. Les grands parcs, là, le parc du Mont-Royal, a 150, il y a 150 ans, c'est l'an prochain, je pense. 148. 148, OK. Donc, on a 150 ans au parc Jean-Drapeau, puis il y a des parcs, Central Park, on parle. C'est des parcs qui font partie de l'ADN d'une ville et qui doivent être pensés avec cohérence sur plusieurs générations. Est-ce qu'on pourrait même penser à l'échelle de l'ADN d'une métropole? Parce que si le parc Jean-Drapeau est clairement rattaché à Montréal, son histoire a été aussi longueuilloise à une certaine époque. Et puis, de toute façon, quand on regarde le fleuve comme un lieu en soi, là, le ministre de la Culture du Québec a déclaré le fleuve Saint-Laurent comme un lieu historique national. Là, c'est pas, il y a des gens qui sont tout de suite montés aux barricades parce que ça ne protégeait pas certaines espèces menacées, mais si on reconnaît quelque chose comme faisant partie de notre culture, peut-être qu'on ne va pas juste attendre que les problèmes se résolvent entre les biologistes du gouvernement du Québec puis ceux du gouvernement fédéral. Peut-être qu'on va se mobiliser collectivement parce que ça fait partie de nous. Mais si on regarde le fleuve, on voit l'île Saint-Bernard à Beauharnois, on voit la digue de la voie maritime, on voit le parc Jean-Drapeau, on voit un petit peu plus loin les îles de Boucherville, c'est un parc national. On voit finalement un système, et tantôt les gens parlaient du projet Archipel. Hein. C'était peut-être cette capacité d'avoir une vision qui traverse un petit peu plus loin, ce serait quelque chose d'intéressant. Surtout pour reprendre les paroles d'une de nos intervenantes dans un panel, sur un des échanges urbains sur le patrimoine des banlieues. C'était Nathalie Martin qui travaille à la ville de Laval et qui nous rappelait qu'une rivière, ça a quand même deux bords. Hein, et que souvent, on fait un très bon plan pour un côté, puis l'autre côté, c'est terra incognita, alors que... Mais ça soulève la question des concertations, enfin, ces mécanismes qui sont en certains cas existants. La table de concertation du Mont-Royal va avoir 20 ans l'an prochain. Celle du parc Frédéric-Bach est plus récente, mais elle existe. Et évidemment, pour le parc Jean-Drapeau, vous y travaillez. Peut-être qu'on va ouvrir, il nous reste quelques minutes. Le temps a passé parce que c'est quand même, je ne vais pas dire que c'est un sujet fleuve, là, mais c'est un sujet véritable et puis qui pose des questions d'arbitrage. Tu sais, puis je regarde, tu sais, on a vu le long débat autour de Camillien-Hood. Là, on va sacrifier un lien de transport public pour sortir les autos qui s'en étaient accaparés. Plutôt, on va perdre le lien d'autobus. C'est un peu des choix qui restent à faire. Mais j'aimerais ça peut-être regarder certains des commentaires des questions des membres du public. Justement, le projet Archipel. Est-ce que ça vous dit quelque chose en 2024, mais je dirais davantage pour 2050 ou 2042, tiens, si on parle d'anniversaire, l'anniversaire de 400e soi-disant de Montréal, comment est-ce qu'on voit ça, ce genre de réflexion? Malaka? Ah mon Dieu. On a du chemin à faire, mais le projet Archipel, c'est une vision quand même globale là, par rapport à l'ensemble des rives. Et puis, je crois qu'il faudrait le mettre à jour avec les moyens moyens actuels et futurs. Au niveau aménagement, au niveau aussi connexion que ce soit fluviale, terrestre, au niveau l'aménagement de chacun, puis la connexion entre les différentes îles et les rives. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des connexions de beauté et pas juste des connexions de mobilité?
Tout à Parce fait. qu'on le voit, tous les problèmes de transit, de stationnement, toutes ces affaires-là. À la limite, si on remplace les autos par les vélos, on aura gagné au niveau environnemental, mais on aura encore une approche de mobilité, de transport, alors que des fois, on l'a dit, les parcs sont des espaces assez vastes pour qu'on puisse s'évader. Et le terme d'antidote a presque été. Est-ce qu'on est capable de faire ces connexions-là? D'après toi, est-ce qu'on a Ben un oui, peu bien sûr d'espoir? qu'on Oui. peut. Il faut juste la volonté. Je veux dire, premièrement, moi, je pense que tout ce qu'on fait doit être beau. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on fait une piste cyclable qui est laide. Tout ce qu'on fait doit être Voilà. beau, doit être respectueux de la nature. Donc, ça, c'est la base. Ensuite, comment on le fait, mais c'est essentiel. C'est essentiel que ce soit beau, qu'il y ait des signes. Il y a des parcs où les gens vont pour faire de l'aquarelle, qui font du dessin. En tout cas, même au parc, ben, c'est pas considéré parc, mais le jardin botanique, il y a des groupes qui se rencontrent pour faire du dessin d'observation Ah de oui. l'aquarelle et ailleurs. Donc, oui, la beauté est essentielle, mais je dirais, c'est pas un ou l'autre. Il faut que les deux soient là. OK. Michel, l'histoire est-elle capable de s'accommoder d'un terme aussi subjectif que la beauté, et j'ajouterais même la promenabilité? Ouais, la beauté est une valeur hautement discutable et qui n'est pas nécessairement partagée par tous. Mais tu sais, je voudrais juste revenir sur... C'est comme l'idée de nature en passant, hein. Ah La oui, nature est en Bon, partie une invention humaine, là. Faut pas l'oublier. complètement, On a oui. juste à voir la façon dont des milliers de cultures l'interprètent différemment pour s'en apercevoir. Exactement. Tu sais, c'est là que c'est un peu là où je voulais m'en aller. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, et puis je vais connecter ça avec Archipel, mais ce que je trouve intéressant, puis on est en plein là-dedans, c'est qu'on voit que les grands parcs et les espaces verts, en fait, sont des objets, sont des lieux de pouvoir et de confrontation. Ça peut être aussi des lieux d'unité ou d'harmonie, bien sûr, mais comment concilier les intérêts de tous et chacun? Là, on a parlé de l'enjeu de la mobilité comme un peu l'enjeu de l'heure pour le parc du Mont-Royal, l'île Sainte-Hélène. Archipel, le projet Archipel était un projet extraordinaire sur papier, mais dans la réalité, c'est qu'il devait se faire, il devait y avoir une connexion, si tu veux, avec des intérêts qui étaient totalement divergents ou différents. Mhm. Et donc, c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, incarner un vaste projet devient complètement difficile. Et une chose dont on a peu parlé et qui pourtant entre aussi en considération, c'est la question des usages populaires. Et dans notre discussion aujourd'hui, on en a peu eu l'occasion, mais je pense que c'est une piste qui serait Mhm. importante à considérer. Et enfin, peut-être, là, je vais plus loin que ta question, mais pour revenir à la nature, on a parlé de patrimoine naturel, mais il faudrait pouvoir l'historiciser. Tu sais, qu'est-ce que c'est le patrimoine naturel qui est valorisé au 19e siècle et comment ce patrimoine a pu évoluer à travers le temps? Tu sais, aujourd'hui, on parle de patrimoine naturel en relation avec les changements climatiques, en relation avec la biodiversité. Donc, à chaque époque, finalement, le mot nature prend une définition liée Oui. aux enjeux de l'heure et qui a la voix prédominante pour les définir. Donc, c'est un peu ça, je pense qu'il faut aussi considérer. Oui, il faut peut-être laisser un peu de place aux aquarellistes pour définir la nature dans ce contexte-là, et pas juste les biologistes ou les politistes. Euh, Écoutez, c'est très bien, on va se terminer, mais Karel, moi je reviens parce que on voit comment, avec l'avenir qui se dessine, on a des grands parcs l'administration met des efforts conséquents pour développer un grand parc de l'Ouest à partir des terres qui existent encore. C'est les taches vertes que Malakai a pu nous montrer. Il y a une intention peut-être plus pieuse, mais qui est peut-être porteuse aussi pour faire un équivalent dans l'est de l'île. Euh, Est-ce qu'on a, par rapport à un parc comme le parc Jean-Drapeau qui a bénéficié de grands coups, tu sais, l'Expo 67, là, c'était pas rien pour, ça a généré du territoire et tout ça. Euh, Est-ce qu'on peut avoir encore ce serait quoi une formule d'avant-garde
de ton point de vue par rapport à l'expérience, l'Expo 67 est un phénomène d'avant-garde au point de vue architectural, au point de vue des déplacements dans la cité, de l'humanisme. Avant ça, il y a eu la conférence de Montebello qui a quand même beaucoup réfléchi à des thématiques, pas juste des modes opérationnels. Mais ça nous a donné Expo, qui est effectivement la plus grande expo du 20e siècle. Parce que je pense que celle de Shanghai en 2010 a excédé, mais il suffit d'envoyer une ligne de métro de Shanghai à l'expo, puis tu viens de péter le record de toute façon avec juste les gens de la place. Ben, écoute, j'aurais dû dire d'entrée de jeu que je ne suis pas un expert, moi, des questions, des enjeux de création, planification de parc. J'apprends beaucoup, par contre, avec le parc Jean-Drapeau. Ce que je pense, moi, de plus en plus, c'est qu'on on doit planifier la ville. L'idée, c'est de créer des milieux de vie complets. Puis par milieu de vie complet, c'est aussi c'est la connectivité de ces milieux de vie-là. Par exemple, on planifie un réseau cyclable. Est-ce que ce réseau cyclable-là permet d'aller d'un parc à l'autre ou pas? Est-ce que les espèces aussi peuvent passer? Est-ce qu'il y a une connectivité entre les parcs pour que les espèces puissent aussi passer? C'est autant pour les êtres humains, pour les espèces animales, végétales. Et puis, il y a différents modes de parc. J'ai trouvé ça super fascinant, ce dont Michel parlait au début, des différentes étapes qu'on on a développé différents types de parcs. Le canal de la Chine, c'est pas le même parc, c'est pas la même formule que le parc La Fontaine ou que le parc Jean-Drapeau, tout ça, mais ce que je trouve fascinant, moi, c'est de quelle façon, à travers ces nouvelles formes, c'est-à-dire on crée des expériences différentes. Ultimement, pour moi, un parc, c'est un lieu d'expérience qui peut être une expérience esthétique, spirituelle pour certains. Ça peut être plein de choses, mais quand je vais, par exemple, au jardin botanique, j'ai une expérience particulière. Quand je vais au Parc Jean-Drapeau, j'en ai une autre. Quand je vais à Cap-Saint-Jacques, c'est autre chose. Des fois, il y en a, c'est plus nature, des fois, c'est plus aménagé. Je pense que c'est la diversité de nos expériences parcs, un peu, on parle souvent de diversité des écosystèmes, de notre diversité dans la population elle-même. La diversité de l'offre de parcs, pour moi, est super importante. Puis ensuite, la proximité. On l'a vu pendant la COVID, le parc qui est à côté de chez moi, il y a énormément de valeur par rapport au parc où je dois me déplacer. Et d'ailleurs, ça demeure toujours un défi pour le parc Jean-Drapeau parce que quand on va au parc Jean-Drapeau, c'est sur une île au milieu du fleuve. La plupart des gens ne peuvent pas s'y rendre en 5 minutes. Donc, quand tu y vas, tu vas vouloir y passer plus qu'1 heure. Mais il y a aussi des parcs où tu vas parce que tu peux sortir, marcher 5 minutes, puis arriver, puis aller passer une demi-heure dans ce parc-là. Donc, je pense que la diversité des expériences et la manière dont on va être capable de recouvrir l'espace urbain et d'avoir des connectivités entre ces parcs-là, je trouve que ça devient vraiment intéressant. Dans le fond, peut-être qu'on devrait penser les parcs comme un réseau, un peu comme le réseau routier. Ça va être ça mon innovation. OK, mais routier, mais avec moins d'asphalte. Non, mais Merci. sans route, c'est juste une route verte. Oui, c'est ça. Tu vas me dire, ça existe déjà. C'est trademark, ça, la route verte. Ah. Mais merci. Ce point de vue, ça nous rappelle que dans quelques semaines, la ville de Montréal, après avoir terriblement traîné les pieds, va enfin nous sortir un projet de version pour consultation du plan d'urbanisme et de mobilité. Vous savez qu'on a l'administration Doré a donné à Montréal pour son 350e anniversaire un plan d'urbanisme, le premier. Les fusions en 2004 en ont donné un deuxième qui a été un petit peu déglingué par les défusions l'année d'après. Et là maintenant, 20 ans plus tard, on va enfin mettre ça à jour. C'est peut-être l'occasion d'insérer dans ce plan qui est souvent ciblé sur le développement immobilier et donc l'encadrement du privé, la notion d'un domaine public qui est en réinvention avec cette idée de trame, mais c'est aussi, vous avez parlé, on a parlé bien sûr de nature au pluriel, on a parlé aussi d'architecture, on a parlé de culture à travers tout ça, et finalement la qualité de vie, c'est pas une qualité abstraite, c'est la qualité des vivants, et peut-être que ces lieux sont aussi des lieux de ressourcement aussi bien que d'amélioration de la citoyenneté montréalaise. Alors, je vous remercie. Je remercie Michel Dagenet, Malaka Akaoui et Karel Méran qui ont pris le temps d'être parmi nous pour cet échange qui clôt cette saison 2023-2024 des échanges urbains.
Déjà, avec le musée McCord, on a prévu se voir dans quelques semaines pour réfléchir au thème de la saison suivante. Si vous en avez, puis j'interpelle aussi bien Karel que Michel et Malaka, des suggestions. Il y en a plusieurs qui nous sont parvenus dans les questions, notamment aujourd'hui. N'hésitez pas à les communiquer avec nous parce que c'est pas juste les parcs qui sont en interaction avec la population, les associations comme la nôtre, comme les musées comme le musée McCord Stewart aussi. Alors, on vous remercie de votre attention. On vous souhaite également un bon été, une bonne saison et peut-être un défi à tout le monde de faire la tournée des grands parcs et des petits parcs. Faites-vous un parcours là avec un parcours justement. Vous prenez, que ce soit sur le bord du canal, essayez de traverser l'île en faisant d'un parc à l'autre. Vous prenez un samedi ou un dimanche en famille, ça se fait par segment. Vous allez voir qu'il y a des choses à découvrir parce qu'effectivement, ce sont des périscopes sur des quartiers, ce sont des points de contact avec la métropole et le coin de la rue. Et on vous remercie là-dessus en vous encourageant à faire de l'exploration urbaine une façon d'être à la montréalaise. Merci et bonne semaine.